Bonjour les amis. Si les choses fonctionnaient bien, le débat serait un outil pour mettre à l'épreuve les idées. Il permettrait aux débatteurs et aux spectateurs d'avoir une opinion plus éclairée sur les sujets. On en est loin. C'est une calomnie. C'est un mensonge. Ça vous fait Oui, rire. oui, parce que là, vous que... ajoutez maintenant la calomnie au mensonge. Vous n'êtes pas capable de tenir un raisonnement sans être désagréable avec votre interlocuteur. Et après, vous dites que vous êtes un président rassembleur. C'est ça le mot que vous aviez dit tout à l'heure. Chaque débat entre professionnels de la politique, c'est la même chose. Au lieu de nous aider à approfondir notre compréhension des sujets, ça produit du stress, de la frustration et de l'agacement. Et encore, le débat Hollande-Sarkozy, c'était rien, à côté de ce qu'a donné le débat entre Le Pen et Macron. Des forces vives tous politiques, les socialistes, avec des vrais visages nouveaux, tous les ministres avec socialistes, une vraie force politique nouvelle, pas un parti d'extrême droite tous les députés socialistes, depuis des décennies justement occupe la place, avec des politiques qui n'ont jamais été conduites. Je veux une France. Avec Estrosi, s'il vous plaît. Je veux une France qui dans avec 5 Bertrand. ans. Avec NKM. Dites-le. Madame Le Pen. Mais non, on va pas recommencer. Ni Général de Gaulle, ni François Mitterrand, ni quelques présidents que ce soit n'ont jamais répondu à cette question. Quand je vois ce genre de séquence, ça éveille une crainte en moi. Et si, à force d'être exposé à ce type de spectacle, notre niveau d'exigence s'abaissait? Et si, à force de n'être exposé qu'à des échanges dysfonctionnels, nous en finissions par perdre de vue ce qu'un débat devait être? Et si, année après année, nous devenions de plus en plus incompétents dialectiquement? Pour en avoir le cœur net, j'ai fait un petit voyage dans le temps. Et je n'ai pas eu à remonter bien loin pour tomber sur un autre monde. Des chronomètres sont en place qui permettront de mesurer exactement le temps de parole utilisé par chacun des deux candidats. Nous sommes en 1974. Le président Georges Pompidou est décédé 2 ans avant la fin de son mandat et il a fallu organiser des élections présidentielles anticipées. Au premier tour, François Mitterrand est arrivé largement en tête, 10 points devant Valéry Giscard d'Estaing. Mais lorsqu'ils s'affrontent dans ce qui est le premier grand débat d'entre-deux tours retransmis à la télévision, les deux hommes sont au coude à coude à 50-50 dans les sondages. Et c'est un débat qui est notamment resté célèbre pour cette petite phrase. Je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ce n'est ni le même rythme, ni la même ambiance que ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui. Mais au-delà du dépaysement, est-ce qu'on peut dire que le spectacle offert par Giscard et Mitterrand est d'un plus haut niveau que les débats contemporains? Peut-être, mais peut-être pas aussi. La dialectique est la cousine de la rhétorique, mais c'est une cousine éloignée. La rhétorique, c'est un ensemble de techniques pour faire des discours face à un public. La dialectique, c'est un ensemble de techniques pour avoir de bons débats. On a donc bien 2 arts de la parole, mais les compétences nécessaires à les pratiquer sont très différentes. Pour être bon en rhétorique, vous avez besoin de savoir galvaniser un public. C'est ça un bon discours. C'est un discours où vous parvenez à motiver votre public, vous parvenez à le disposer à l'action. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, eh bien, vous restez dans la seule transmission d'informations. Et c'est important de savoir transmettre des informations, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire par écrit. Et si on n'est pas capable d'apporter une valeur ajoutée par rapport à une feuille de papier... Nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. On reste chez soi. En dialectique, au contraire, vous avez besoin de calme, de concentration et surtout d'écoute. Parce que l'intérêt de la dialectique, c'est l'autre. Et cet intérêt, ça vient du fait que nous sommes mauvais pour identifier les failles de nos propres raisonnements. Par contre, les autres, ils y parviennent sans problème. Mais encore faut-il que l'échange soit fonctionnel. Je vais donc vous montrer les 2 compétences nécessaires pour avoir des échanges constructifs. Et puis on va voir comment s'en sortent nos 2 compères. Avant même de parler des compétences, il y a une règle de base pour qu'un débat fonctionne. Il faut l'organiser en séquence. Et une séquence, c'est quoi? Eh bien, au cours d'une séquence, l'un des participants va avancer une opinion, il va essayer de la défendre, et l'autre va essayer de la mettre à l'épreuve. Et ça, c'est tout simple, mais même ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que les candidats, en fait, ils s'affrontent par monologue interposé. Et pendant que l'un fait son monologue, l'autre l'écoute d'une oreille distraite, et puis il guette le moment où il va pouvoir l'interrompre, et puis recaser son propre monologue. Ils sont dans un simulacre d'échange. Quel est le niveau des prélèvements obligatoires aujourd'hui?
Je n'ai pas à répondre à vos Ah bon, questions. donc vous ne voulez pas répondre? Je ne veux pas répondre à vos questions. Sur ce point en tout cas, c'était encore possible à l'époque de Giscard Mitterrand d'avoir pendant quelques minutes quelque chose qui ressemblait à un débat, au moins sur la forme. Alors la question que je pose à François Mitterrand est la suivante. S'il est élu président de la République, à quelle date la France aura-t-elle à la fois un gouvernement et une majorité permettant à ce gouvernement de travailler? Eh bien, je suis là pour vous répondre avant de poser moi aussi des questions. On a donc une première séquence où Valéry Giscard d'Estaing essaie de démontrer que si Mitterrand est élu, ça va prendre du temps avant qu'il puisse gouverner, parce qu'il va se retrouver avec une majorité de députés opposés à lui au Parlement, et comme il n'y a pas d'élection prévue avant 4 ans, il va devoir dissoudre l'Assemblée. Et dans un débat fonctionnel, Mitterrand devrait accepter ce fait, et avec l'accord de son adversaire, passer à une deuxième séquence où ce serait à lui de démontrer, par exemple, que ça prendrait pas tellement de temps d'organiser des nouvelles élections, ou alors que, bah oui, il faudra prendre le temps d'organiser ces élections, mais que c'est un mal nécessaire pour pouvoir vraiment changer de politique. Et à la fin de cette séquence, soit ils s'accordent, soit ils identifient précisément ce en quoi ils sont en désaccord en raison de différences de valeurs. Et là, ça avance, et ça permettrait au public d'en sortir avec une opinion plus éclairée sur ce qui distingue au fond les deux candidats. Mais avoir un échange de ce type, ça suppose 2 super pouvoirs. Et là, vraiment, je vois pas d'autre mot, parce que ça suppose vraiment une force surhumaine pour les mettre en œuvre. Le premier, c'est l'humilité, donc la capacité à reconnaître que notre projet, que notre plan n'est pas parfait. Et ça, à la limite, si on est capable de le reconnaître parfois en notre fort intérieur, face à un public, c'est pratiquement impossible. Et donc, au lieu de reconnaître à son adversaire qu'il a un point, Mitterrand va se lancer dans un long monologue, il va essayer de noyer le poisson. Élu le 19 mai, j'aurai donc à choisir un Premier ministre. Je le ferai. Ensuite, il appartiendra au Premier ministre de présenter la liste de ses ministres, de constituer le gouvernement. Ce gouvernement, il devra présenter un programme. Et là intervient un élément nouveau. Et puis finalement, au bout de plusieurs longues minutes, il va admettre que oui, il va devoir dissoudre l'Assemblée. Il est évident que si l'Assemblée nationale ne devait pas accepter cette proposition, elle serait dissoute. Et pendant toutes ces circonvolutions, Giscard, qui était persuadé d'avoir un argument massu, il s'est agacé, si bien que quand son adversaire lui accorde enfin la concession, il peut pas s'empêcher d'essayer de lui remettre le nez dedans. Le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'en a pas l'obligation. Et donc ne dites pas s'il renverse le gouvernement, dites si je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce faisant, Giscard perd une bonne occasion d'utiliser le second super pouvoir dont on a besoin pour avoir des débats constructifs, la clémence. La capacité, donc, à tendre la main à notre adversaire quand il a un genou à terre, plutôt que d'essayer de l'achever. Et là, il y a un point fondamental pour vos échanges au quotidien. Si vous essayez absolument de gagner les échanges que vous avez avec vos collègues, avec vos proches, avec vos amis, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les gens autour de vous vont se sentir rabaissés, ils vont avoir de moins en moins confiance, et vous allez créer un environnement de moins en moins propice à la mise à l'épreuve rigoureuse de vos idées. Donc, toutes les fois que quelqu'un vous fait une concession, vous devez faire preuve de clémence. Vous devez lui dire que c'est tout à son honneur, parce que oui, c'est tout à notre honneur d'avoir le courage de faire une concession. Et là, en l'occurrence, une fois que Giscard a essayé de profiter de la concession de son adversaire pour le rabaisser encore plus, c'est mort. Le débat devient nécessairement un concours de... Il semble que vous ayez besoin de relire la Constitution que vous avez apportée. Je l'ai moi aussi d'ailleurs. Elle pourra vous servir le cas échéant. Les deux adversaires vont se quereller sur des détails. Et vous avez dit chacun en est témoin, c'est inutile d'essayer de... Vous avez dit ensuite que... Et lorsque l'un va pointer une faille, l'autre va immédiatement lui renvoyer en pleine figure. Et donc on ne pourra se mettre au travail en France qu'à la fin du mois de juillet. C'était le point que je voulais indiquer très clairement à l'origine de notre débat. Il me semble, M. Giscard d'Estaing, que depuis 4 semaines, en tant que ministre des Finances, vous ne faites plus grand-chose. Et on tombe sur le genre de débat sans concession, donc stérile, auquel nous avons systématiquement droit aujourd'hui. C'est comme ça, et c'est comme ça, vous allez faire votre boulot. Et c'est finalement assez logique comme évolution. Pour maintenir un système basé sur la représentation, il faut nécessairement, à intervalles réguliers, diviser le pays. Pour que des candidats puissent faire passer tout un pack idéologique, ils doivent nécessairement diaboliser l'autre camp. Vous connaissez maintenant les 2 compétences pour résister. L'humilité, nécessaire à faire des concessions et donc à bénéficier de ce que l'autre peut apporter à notre réflexion. Et deuxièmement, la clémence, nécessaire à ce que l'autre ne regrette pas d'avoir laissé paraître les failles de sa vision. Le problème, c'est que notre environnement est de moins en moins propice au développement de ces 2 compétences. Avant,
on se diabolisait les uns les autres tous les 7 ans, maintenant on se diabolise les uns les autres tous les 5 ans, et puis à l'heure de l'information en continu, c'est de plus en plus difficile de faire une pause, de prendre le temps entre citoyens, de discuter, de comparer nos diagnostics, de mettre à l'épreuve nos solutions. On est constamment sommé de prendre part, de rentrer dans ces querelles de chapelle, de nous jeter dans ces mêlées de supporters. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous offrir une respiration, une parenthèse dans l'hystérie et la polarisation. On vient de dépasser les 50 000 abonnés. Et je voulais vous remercier de ce message d'espoir que vous m'envoyez. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le temps de reconstituer ce bagage citoyen qu'on n'aurait jamais dû abandonner. L'homme est le seul animal qui a la capacité de façonner le monde. À nous de rendre cette compétence toujours plus belle, toujours plus féconde.